Alors, bonjour tout le monde. Je me présente, je suis Mélanie Henderson et ça me fait grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour parler de l'adolescence et du diabète de type 1. Aujourd'hui, nous sommes deux à échanger sur le sujet. Donc, je vais permettre à Janie Bédard de se présenter dans un premier temps. Bonjour à tous. Comme Mélanie l'a si bien dit, je m'appelle Janie. Je suis la directrice du camp Caroanis, le camp spécialisé pour les enfants diabétiques au Québec, ainsi que la directrice de programme de chez Fred, donc la Fondation Ressources pour enfants diabétiques. Aujourd'hui, j'aurai la chance de pouvoir un peu témoigner de mon expérience en tant que personne qui vit avec le diabète depuis plus de 25 ans et qui a passé une partie de son adolescence un peu plus difficile avec la gestion de son diabète. Alors, ça me fait plaisir de vous raconter un petit peu mon histoire. Et moi, de mon côté, je suis Dr Mélanie Henderson, je suis endocrinologue au CHU Sainte-Justine et chercheur, et j'ai un intérêt très grand par rapport au diabète de type 1, tant dans ma recherche que dans ma pratique clinique, et tout particulièrement chez les adolescents. Donc, sans plus tarder, on va commencer tout doucement. Ah oui, donc première chose à vous dire, c'est qu'il faut poser vos questions. N'hésitez pas à les inscrire dans la section questions et réponses ou Q&A que vous avez dans la présentation Zoom et on se réserve du temps, c'est sûr, à la fin pour répondre à vos questions et aussi partager vos commentaires. Bon, avant de commencer, je vais quand même vous avouer que moi, j'adore travailler avec les adolescents. Je trouve que c'est un temps de la vie qui est fascinant. Ils sont à la découverte et plein d'idées et d'idéologies. Donc, je trouve que c'est vraiment un merveilleux temps de la vie. Euh, je pense que les adolescents sont tous uniques et donc, ils ont leurs propres défis qui sont uniques à eux et leurs forces, oh pardon, je ne le dis pas dans le bon ordre, mais leurs forces aussi qui sont bien à eux. Et donc, on doit trouver des solutions pour les jeunes et leurs familles qui leur soient personnalisées et uniques. Aujourd'hui, je vais vraiment, dans ma partie à moi, je vais vraiment miser sur les aspects famille et adolescents. Euh, je vais parler beaucoup comme parent de trois adolescents d'ailleurs, mais une grande partie des informations que je vais partager avec vous, en fait, je m'en sers vraiment en tant que clinicienne aussi. Donc, dans un premier temps, on va vraiment parler de l'impact du diabète de type 1 sur l'adolescent et l'adolescente et ses parents aujourd'hui. Et ce qui est vraiment important à savoir, c'est que on reconnaît de plus en plus qu'il y a une forte détresse liée au diabète. Et dans le fond, ce que c'est la détresse liée au diabète, ou le diabetes distress en anglais, c'est une réponse émotionnelle à la vie avec le diabète, au fardeau de l'autogestion au quotidien qui est sans relâche et à la perspective des complications au long terme liées au diabète. Et quand on regarde la littérature, il y a un tiers des gens atteints du diabète de type 1 qui vivent avec une détresse reliée au diabète. Et ça a un impact délétère sur plusieurs aspects. D'abord, sur le sentiment d'auto-efficacité, c'est-à-dire le sentiment qu'on a d'être capable d'améliorer notre sort, de faire une différence, de changer les choses. Ça a également un impact délétère sur l'engagement dans l'autogestion du diabète, donc dans les soins nécessaires à la maladie. Et au long cours aussi, ça a un impact néfaste sur la gestion de la glycémie et le contrôle de la maladie. Il y a une étude australienne qui a fait un sondage à travers le pays pour mieux comprendre un peu les éléments reliés à la détresse au diabète. Ils ont sondé des enfants de 10 à 19 ans et voici les constats qu'ils ont faits. Donc, parmi les enfants, 52 des filles s'inquiétaient beaucoup par rapport à leur poids. Le tiers des garçons pensaient que la famille et leurs amis ne comprenaient pas leur réalité. Et 23 des garçons pensaient que leurs amis et leur famille agissaient vraiment comme la police du diabète. L'équipe de l'étude du Diabetes Mild Youth Study, eux aussi, ils ont également interviewé les parents. Et eux, ils ont trouvé que 38 des parents, eux, ont l'impression d'agir comme la police du diabète et que 37 d'entre eux
ont l'impression vraiment que la famille et les amis autour d'eux ne comprennent pas leur réalité. Quand on a regardé dans d'autres études pour vraiment bien comprendre la prévalence de la détresse liée au diabète, il y a l'étude STEPS, puis c'est une étude américaine qui a intégré le développement d'une intervention pour contrer la détresse au diabète. Je vais en parler un petit peu plus tard. Mais dans cette étude-là, 40% des jeunes ont signalé une détresse élevée au départ de l'étude. Si on regarde un peu plus proche de chez nous, l'étude GET-IT, qui est une étude menée au Montreal Children's Hospital et au CHU Sainte-Justine, et qui est une étude qui regarde la transition entre les soins en milieu pédiatrique et en milieu adulte, on a constaté que 22,7% des jeunes de 16 à 18 ans signalaient une détresse liée à leur diabète au départ de l'étude. Qui plus est que près de 60% d'entre eux déclaraient vivre de la stigmatisation en lien avec leur diabète. Et on sait que dans cette étude-là, la stigmatisation et la détresse liée au diabète sont toutes les deux associées à une diminution de la qualité de vie chez ces jeunes-là. On a également dans le registre Better des données sur la stigmatisation vécue par les adolescents de 14 à 18 ans qui font partie de ce registre. Et on a quand même des constats importants. 90% des jeunes se sentent jugés s'ils mangent des aliments ou des boissons sucrées. Plus que 80% reçoivent des suppositions injustes sur ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire à cause du diabète de type 1. Et un même pourcentage se sentent jugés comme irresponsables lorsque la gestion de leur glycémie n'est pas parfaite. Et ça, c'est quand même lourd. Et je pense que d'avoir ces sentiments-là et toute cette détresse reliée au diabète vraiment met les jeunes à risque d'épuisement en lien avec leur diabète. Et on reconnaît les groupes vulnérables d'un épuisement ou d'un burn-out en lien avec leur diabète sont justement les adolescents, adolescentes, les jeunes adultes et les parents aidants naturels d'individus atteints du diabète de type 1. Mais pourquoi est-ce que c'est qu'on voit tellement d'épuisement en lien avec la gestion du diabète? Mais ça, je ne vous étonnerai pas de ça parce que dans le fond, le diabète, c'est quelque chose qui est continuellement là, qui est très exigeant, qui devient une préoccupation centrale souvent pour les jeunes et leurs parents, qui est plein d'imprévisions, donc d'éléments imprévisibles. Et donc, face à tout ça, c'est une réponse normale d'être épuisé par rapport à la gestion de notre diabète. Ce qui est important aussi à reconnaître, c'est que l'épuisement en lien avec la gestion du diabète est intimement relié à la dépression et à l'anxiété. Mais il y a quand même des choses qu'on peut faire pour contrer cette détresse-là. Et on parle de résilience. La résilience, c'est le processus qui consiste à bien s'adapter face à l'adversité, au traumatisme, aux tragédies de notre vie, aux menaces ou même aux sources importantes de stress. Et ce qui est très important à savoir, c'est qu'on sait que les jeunes qui ont plus de résilience, c'est très associé à une meilleure gestion de leur maladie. Puis dans les faits, on a constaté, je vous l'ai dit tout à l'heure, que les jeunes souffrent énormément de détresse liée au diabète et que ça, c'est associé à un mauvais contrôle, donc un taux d'hémoglobine glyquée plus élevé et à des comportements de prise en charge suboptimaux, mais uniquement chez ceux qui ont une faible résilience. Mais comment est-ce que c'est qu'on peut renforcer ça, la résilience? Est-ce qu'on est juste né avec ça ou on peut le développer? Dans les faits, on peut le développer. Puis je vous ai parlé tout à l'heure de l'étude STEPS, qui est une étude, une intervention qui a été impliquée ou imbriquée dans des services de diabète aux États-Unis et qui a vraiment été capable de démontrer une grande efficacité à améliorer la résilience chez les jeunes et pas juste à court terme, mais jusqu'à 3 ans après l'intervention et du coup à réduire la détresse liée à leur diabète. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait dans l'étude STEPS? Alors, ils ont regardé plusieurs éléments. D'abord, ils ont regardé les compétences en matière de comportement cognitif et de résolution de problèmes sociaux dans des formats de groupe.
Ils ont beaucoup regardé aussi les croyances, les sentiments et les comportements qui sont rattachés, puis essayer de remettre en question avec les jeunes leurs pensées négatives en évaluant l'exactitude de ces croyances. Est-ce que c'est vraiment vrai ce que tu penses là ou non? Ils ont également vraiment exploité, développé les capacités de résolution de problèmes par la prise de décision, l'affirmation de soi, négocier des différentes stratégies. Et ils ont également enseigné des techniques d'adaptation, telles que des techniques de relaxation et aussi de se tourner vers un soutien social. Donc, les interactions sont importantes. On sait que l'adolescence, c'est une période où les jeunes sont vulnérables à la détresse liée au diabète et que la détresse liée au diabète et l'épuisement ont un lien important avec des mauvais contrôles métaboliques au niveau du diabète. Donc, des comportements suboptimaux, mais aussi un contrôle métabolique suboptimal. Et on a de plus en plus de données qui nous relatent que l'adolescence et l'enfance sont des périodes clés pour prévenir les complications au long cours. Donc, un bon contrôle à l'adolescence est un outil très fort pour éviter les complications au long terme du diabète de type 1. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, on peut écouter, comprendre et encourager. Puis, je pense que c'est très important, ces éléments-là. Puis, dans la compréhension, il faut comprendre qu'est-ce que c'est l'adolescence. Alors, ici, c'est un petit graphique un petit peu rigolo du cerveau d'un adolescent. Donc, on voit bien qu'on a plein d'éléments, hein, le lobe de la super rébellion, le cortex de l'invincibilité. Et dans tous ces lobes-là, on voit, bon, on a l'amour pour les parents, la haine pour les parents, et on a un petit point ici rouge qui serait la zone de gérance du diabète. Donc, ça, c'est vraiment pour rigoler, mais je pense que ce qu'il faut dire, c'est que l'adolescence, c'est la période dans notre vie où on est souvent trop jeune pour faire la moitié des choses qu'on veut faire et trop vieux pour faire l'autre moitié. Donc, c'est une période vraiment charnière. On sait que les adolescents, ils veulent être identiques à leur père, pas être différents. C'est une période, par exemple, dans la vie où on a une augmentation de notre capacité de résoudre des problèmes. On peut vivre beaucoup de frustration du fait que quand on adhère à notre plan, ça ne fonctionne pas toujours. Puis ça peut être très difficile à l'adolescence, même à l'âge adulte par ailleurs. C'est une période de temps où on veut vraiment notre indépendance, donc on veut faire nos choix, nos décisions. On a souvent des horaires erratiques, tant au niveau de l'école que des activités parascolaires, que de l'heure du dodo. Donc, ça devient complexe gérer le diabète dans ce contexte-là. Et on a souvent aussi le sentiment qu'on est invulnérable. Il n'y a rien qui peut nous atteindre. Donc, tous les risques d'une mauvaise gestion du diabète ne sont pas souvent des choses qui nous rejoignent à cet âge-là. Alors là, je passe la parole à Janie. Donc, rebonjour. Comme je l'ai dit en introduction, je suis une jeune femme de 30 ans aujourd'hui qui vit avec le diabète de type 1 depuis bientôt 25 ans. Et je trouvais important de peut-être raconter un peu mon histoire, ce que j'ai vécu en tant qu'adolescente. Et puis, ça va directement toucher en fait les données que Mélanie a mentionnées plus tôt. Donc voilà. J'ai voulu commencer ma présentation avec une photo de moi lorsque j'avais 5 ans, un peu avant mon diagnostic. Non pas pour vous montrer à quoi je ressemblais, mais plutôt pour que vous regardiez la jeune fille qui était là devant vous. Donc, c'est quelques mois avant que je reçoive mon diagnostic de diabète de type 1. Je crois que c'est important de retourner au début puisque certains mécanismes chez les jeunes vont se développer très jeunes, donc dès le début du diagnostic. Alors, j'étais une jeune fille très souriante, énergique, pleine de vie, qui n'avait pas peur de rien et qui était vraiment pas gênée. Donc, j'avais vraiment j'avais vraiment la vie devant moi. Et puis, eh bien, en février 97, le diagnostic est tombé. J'ai reçu un diagnostic de diabète de type 1. Et la jeune fille que vous voyez sur la photo, je vous dirais qu'elle est en quelque sorte disparue, malheureusement. Plusieurs choses sont arrivées dans la vie qui ont fait en sorte que peut-être la personne que j'étais à cet âge-là
est partie. Mais on va espérer qu'elle soit de retour là, avec le cheminement que je vais vous raconter un petit peu. Donc, je suis devenue beaucoup plus fragilisée avec le diagnostic. J'avais peur de retourner à l'école, j'avais peur du jugement de mes amis, donc j'étais quand même à la maternelle. Je me suis sentie rapidement extrêmement coupable de tout ce qui se passait, même à 5 ans ou 6 ans. Je voyais mes parents avoir extrêmement de peine avec ce qui se passait, devoir changer toute la routine. Donc, tout ça faisait en sorte que ce sentiment de culpabilité-là, pardon, est arrivé rapidement dans ma vie. Et puis, au moment du diagnostic, je vous dirais que j'ai eu l'impression que tout était tombé pour moi, puis que la plupart des choses, j'allais devoir me priver. Donc, priver, euh, par exemple, priver d'aller chez mes amis pour dormir. Donc, parce que mes parents n'étaient pas nécessairement à l'aise de me laisser partir parce qu'ils ne savaient pas comment gérer le diabète, c'est évident. Priver de manger que ce que je voulais. J'avais un plus grand frère, donc au niveau des biscuits, au niveau de tout ce qui était plus sucré, à l'époque, c'est sûr que les technologies étaient un petit peu différentes, donc manger des choses sucrées, c'était beaucoup plus proscrit que présentement. Donc, pour moi, je me sentais privée de manger ce que je voulais. Pourquoi moi, j'avais pas le droit, puis mes amis avaient le droit, mon frère avait le droit. Privée de me lever à l'heure que je voulais également, puisque, bon, les technologies d'aujourd'hui n'existaient pas à ce moment-là, donc il fallait suivre une routine très stricte. Et puis, pour moi, ce fut vraiment là, un côté là, de privation qui s'est installé chez moi. Et comme je l'ai dit en début de présentation, il y a comme une petite flamme finalement chez moi qui s'est malheureusement éteinte avec l'annonce du diagnostic. Mes parents étaient en mission lors de mon diagnostic, c'était en fait de me sauver, donc d'avoir la meilleure alimentation possible pour essayer de bien gérer mon diabète. Donc, mais j'ai ressenti rapidement une très grande pression de la part de mes parents à avoir des taux de sucre parfaits, à avoir une alimentation parfaite, à avoir un comportement parfait, donc toujours faire mes glycémies, bien prendre soin de moi. Donc, c'était une énorme pression dès le départ là, lors de mes jeunes années et qui m'ont suivi bien évidemment à l'arrivée de l'adolescence. Je crois qu'on peut passer à la prochaine diapositive. Voilà. Donc, j'ai eu des comportements de sabotage au niveau de la gestion de mon diabète très rapidement, donc peut-être un peu avant l'arrivée de l'adolescence dans ma vie. Donc, manger en cachette, falsifier mes résultats de glycémie pour pas que mes parents sachent que j'avais mangé en cachette dans le garde-robe ou dans le garde-manger. C'était rendu à ce point-là. Mes parents cachaient de la nourriture dans la maison pour pas que je le trouve, mais j'étais agile, donc j'ai réussi à trouver toutes leurs cachettes pour réussir à manger des biscuits, du chocolat, des bonbons, bref, nommer toutes les choses qui sont sucrées, qui sont interdites à un enfant. Et voilà. Puis je répète aussi que pour moi, c'était toujours martelé que j'avais pas le droit d'en manger. Donc, dites à un enfant quelque chose qu'il n'a pas le droit de faire, qu'est-ce qu'il va avoir envie de faire? Il va avoir envie de le faire, évidemment. Donc, tous les éléments étaient là dans mon cas pour que les choses, peut-être, on va dire, explosent de mon côté au niveau de l'adolescence. Donc, Mélanie l'a dit également dans les statistiques, et c'était également vrai à mon tour. À l'adolescence, je voulais être comme tout le monde. Je voulais certainement pas être différente. Je voulais me fondre dans la masse. Je voulais acquérir mon indépendance. Je voulais vraiment prendre mes propres décisions, faire mes propres choix. Et à l'adolescence, on commence de moins en moins également à écouter nos parents, leurs conseils qu'ils nous donnent, même si aujourd'hui, on se rend compte que ces conseils-là étaient intelligents. Donc, et on se dit beaucoup aussi, mes parents, c'est qui eux autres pour me dire quoi faire, surtout qu'ils ne connaissent pas nécessairement le diabète. Donc, ce fut une descente difficile. Mon entrée à l'adolescence a été marquée par des pertes de contrôle de mon côté, puisqu'on ajoute tout ce qui se passe dans la tête d'un adolescent. On rajoute le fait qu'il doit gérer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, une maladie auto-immune. Eh bien, c'est sûr qu'il y a peut-être une perte de contrôle et ça a été le résultat dans mon cas. Je pense qu'on peut passer à la prochaine diapositive. Donc, moi, en fait, entre l'âge de 12 et 16 ans, ça a été extrêmement difficile pour moi. Donc, je ne prenais, et là, j'espère que je ne ferai pas sursauter trop, mais je prenais peut-être un taux de sucre par semaine.
minimum, maximum en fait, je ne calculais pas mes glucides. Je donnais de l'insuline simplement pour me, me faire fonctionner durant la journée. Donc, c'était vraiment un peu au hasard, sans vraiment d'échelle ou quoi que ce soit. C'était vraiment, j'ai, je faisais un peu au hasard ce que je me donnais comme traitement. Je continuais évidemment à manger ce que je voulais. Arrivé à l'adolescence, la magie et faisait en sorte que je mangeais à l'école et ne voulant pas s'injecter devant mes amis, bien, je ne m'injectais pas non plus le midi. Et puis, j'échangeais mes lunchs avec mes amis puisque leur lunch contenait des choses vraiment plus intéressantes que le mien. Et puis, j'avais jamais connu nécessairement certains articles plus sucrés parce que c'était proscrit chez moi. Donc, vraiment, là, j'étais sur un terrain de jeu. Et dans ma tête, je prenais le contrôle. Donc, j'ai décidé que je décidais comment je gérais mon diabète, je décidais ce que je mangeais, je décidais combien je me donnais d'insuline, je décidais que je ne me piquais pas pour connaître mon taux de sucre. Donc, c'était en quelque sorte une prise de contrôle de mon côté. Évidemment, on se rend compte que ce n'est pas la bonne façon de prendre le contrôle des choses, mais pour moi, c'était la façon de m'en sortir finalement de tout ce stress et cette pression-là que je ressentais au niveau de mon diabète. J'étais complètement en rébellion concernant le tout. Donc, j'avais aussi une très faible estime de moi-même avec tout ça, évidemment. J'étais quand même consciente que ce que je faisais n'était pas correct. Et ça, je vais vraiment mettre ça en parenthèse, mais ça demeure que c'est ce que j'ai décidé de faire finalement. À travers tout ça, je dois dire aussi que mes parents vont tenter de trouver une solution, me voyaient sur la pente descendante, les médecins également, puisque bon, j'allais à l'hôpital à mes rendez-vous extrêmement stressée, angoissée de montrer des résultats. Donc, je falsifiais mes résultats de glycémie pour pas me faire chicaner, mais vous comprendrez que le résultat de l'hémoglobine glyquée, elle, ne ment pas. Donc, ils se sont bien rendus compte que ce que j'écrivais était un peu n'importe quoi finalement. Donc, j'ai rencontré aussi quelques psychologues là, pour m'aider justement dans l'acceptation du diagnostic, d'essayer de trouver des pistes de solutions pour me ramener sur le droit chemin, comme on peut dire. Et moi, à travers tout ça, malheureusement, j'ai aussi développé un trouble alimentaire lié au diabète. Donc, tout ça était vraiment un bel ensemble pour l'adolescence. Ça n'a pas toujours été facile, mais j'ai quand même trouvé quelques pistes qui m'ont aidé à me ramener sur le droit chemin. Donc, je pense qu'on peut passer à la prochaine diapositive. Dans mon cas, en fait, le, la Fondation FRED, la Fondation Ressources pour enfants diabétiques et le camp Caroanis m'ont grandement aidé au niveau de mon adolescence. Avant aussi, mais vraiment à l'adolescence, puisque j'ai trouvé en fait une communauté en les personnes que j'ai trouvées au camp Caroanis, donc des gens qui vivaient exactement la même chose que moi, qui comprenaient mon langage. Donc, on parlait vraiment le même langage, pas besoin de s'expliquer. Les choses étaient normales quand on était là-bas. J'ai découvert justement des amitiés incroyables qui me suivent encore aujourd'hui. Donc, ces amis-là que je me suis fait en fait durant l'été, pardon, m'ont aidé à poursuivre durant l'année et à pouvoir communiquer avec eux lors des moments un peu plus difficiles. C'est certain qu'on se repense à 15 ans en arrière, la technologie et les réseaux sociaux n'existaient pas, donc se communiquer avec des lettres ou des courriels, et ça trahit mon âge, mais c'était plus compliqué. Donc, aujourd'hui, j'ose croire que c'est encore plus facile de garder ces liens-là entre amis, mais pour moi, ça m'a grandement aidé de savoir que je n'étais pas seule à vivre avec le diabète et avec toutes ces inquiétudes et ce stress et cette anxiété face à ce qui se passait finalement. Et puis, donc, je me suis trouvée justement une communauté et également une deuxième famille qui pouvait enfin comprendre. Puisque, comme je l'ai dit tantôt, moi, j'étais un peu en rébellion contre mes parents, donc c'est qui eux autres pour me dire ce que je ressens versus mes amis, les gens au camp savaient exactement ce que je ressentais puisque eux aussi le vivaient. Donc, pour moi, ça a fait une énorme différence dans mon parcours. Et puis, je crois qu'on peut passer à la prochaine diapositive. Alors, je ne prétends pas d'avoir la solution magique, loin de là. Par contre, je crois qu'il y a des choses que moi, j'ai découvertes au fil des années, avec des discussions avec mes parents aussi, et en préparant des fois aussi même des conférences de ce genre pour essayer de comprendre qu'est-ce qui aurait pu m'aider, moi,
petite Janie de 12, 14, 15 ans à pouvoir mieux passer à travers l'adolescence. Et encore une fois, ça va directement à ce que Mélanie a parlé un peu plus tôt. Je crois que l'écoute active de la part des parents est extrêmement importante. Donc, avoir un canal de communication ouvert avec votre enfant est une chose importante, et ça dès le début, pour que lorsqu'il ressent quelque chose, il est capable de venir en parler aux parents et de ne pas se sentir jugé, brimé ou, ou qu'il n'a pas le droit finalement de mentionner ce qu'il a mentionné à travers ce qu'il vit. Je l'ai dit, avoir le droit, et ça, c'est super important, d'avoir le droit d'être fâché, d'être tanné, d'être épuisé, d'être, excusez-moi, mais écœuré de vivre avec le diabète de type 1. C'est pas toujours facile, c'est 24 heures sur 24, c'est 7 jours sur 7. C'est très lourd sur les épaules des parents, et ça, j'en suis maintenant très, très conscient, et c'est certain, mais c'est extrêmement lourd aussi sur les épaules de l'enfant qui vit avec le diabète de type 1. Donc, c'est important de leur laisser le droit de vivre ces émotions-là, parce que moi, je pense que je les ai trop regardées en dedans de moi, puisque je ne les ai pas extériorisées, et je crois que si on m'avait simplement donné le droit de vivre ce que j'avais à vivre, les choses auraient peut-être tourné différemment de mon côté. Donc, ça va aussi un peu avec l'ouverture et l'empathie, donc vraiment comprendre ce que l'adolescent est en train de vivre, ou l'enfant, puisque ça peut se manifester à plusieurs âges. Normaliser les choses, donc le taux de sucre, oui, c'est une grande partie de la gestion du diabète, et c'est certain. Par contre, ce n'est pas tout. Votre enfant n'est pas nécessairement un diabète sur deux pattes. Moi, malheureusement, c'est comme ça que je me suis sentie beaucoup dans ma vie. J'étais pas Janie, je me levais le matin, ma mère me demandait t'es à combien ce matin, avant même de me dire est-ce que tu as passé une bonne nuit cette nuit. Alors, mais souvent, c'est un mécanisme que peut-être les parents peuvent avoir, et c'est des fois d'en prendre conscience pour justement se rendre compte que l'enfant, ben, il est là, il est devant le diabète finalement, et des fois, malheureusement, c'est le contraire qui arrive. Alors, des fois, d'en prendre conscience, ça nous aide à replacer les choses, et de se rendre compte qu'il y a d'autres choses ici autour de votre enfant, et non pas juste la maladie auto-immune. Donc, ça, c'est quand même important d'en prendre conscience. Se sentir épaulé, je l'ai un peu mentionné. Et célébrer les essais et les succès. Pour moi, c'est super important également, puisque oui, c'est important d'avoir une bonne hémoglobine glyquée, mais ce n'est pas tout, encore une fois. Donc, des fois, le stress qu'un enfant ou qu'un adolescent peut ressentir d'aller au médecin puis de recevoir son résultat est énorme, et peut-être même pour le parent également. Par contre, c'est qu'il y a eu des efforts qui ont été faits, c'est certain, durant la période pour avoir ce résultat-là, et qu'on continue simplement à vouloir s'améliorer sans nécessairement taper sur la tête de l'enfant, ou vous taper sur la tête également en tant que parent. C'est super important, puisque le diabète, je l'ai mentionné, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est extrêmement difficile. Il n'y a pas de perfection, il n'y a pas de recette miracle. C'est des essais, c'est des erreurs. Mais quand je dis erreurs, je préfère dire des essais, puisque on essaie simplement de s'améliorer tout simplement. Et c'est important que l'adolescent le ressente dès le début, ces choses-là, pour ne pas sentir que c'est de sa faute, donc il se tape facilement sur la tête. Donc, un désir, une baisse d'estime de soi peut vraiment être lié directement aux résultats qu'on attend d'une hémoglobine glyquée, ou même des résultats qu'on a de notre taux de sucre finalement. Et un dernier conseil que j'ai à vous donner également, c'est de ne pas mettre ces stratégies ou ces mécanismes en place seulement lorsque l'adolescence arrive chez votre enfant. C'est vraiment dès le début. Si on est capable de pouvoir faire ça en amont de l'arrivée de l'adolescence, les choses pourraient probablement être différentes, puisqu'on ne pourra pas commencer à avoir une communication avec un adolescent si le canal de communication n'était pas ouvert avant, puisqu'on sait qu'à l'adolescence, on est un peu plus fermé avec nos parents. Donc, c'est des petits exemples comme ça que je mentionne plus haut, simplement pour prendre conscience que ces mécanismes-là, si on est capable de les mettre en place avant l'arrivée de l'adolescence, probablement que le passage dans l'adolescence va être un petit peu plus facile finalement. Et puis, donc voilà, c'était mes petits conseils. Comme je dis, c'est simplement moi en tant que personne qui l'a vécu, qu'est-ce que j'aurais voulu faire dire. Je pense que c'est important. Et je suis contente de savoir également que les choses ont évolué. La technologie, mais aussi la pensée, et les études qui ont été mentionnées plus tôt par Mélanie démontrent vraiment qu'on se rend compte du mécanisme des adolescents, de comment ils pensent, de comment ils fonctionnent. Et ça peut grandement aider à avoir une meilleure stratégie d'intervention avec ces jeunes-là. Donc ça peut être extrêmement important. Et puis finalement, je pense qu'on peut passer à la dernière diapositive.
Donc, simplement vous dire que moi, aujourd'hui, je suis rendue à 30 ans et ça fait 25 ans que je vis avec le diabète de type 1. J'ai commencé ma présentation simplement en mettant une petite photo de moi qui était un peu disparue suite au diagnostic. J'ose croire que cette jeune fille est revenue un peu. Elle a sorti un peu de cette phase difficile qui est le diabète. À mes 18 ans, j'ai eu un coup de pelle d'en face, comme on dit. Je me suis rendu compte que si je continuais avec ces comportements-là difficiles, ce comportement-là qui était destructeur en fait envers moi-même, bien malheureusement, j'allais pas me rendre à 30 ans finalement. Donc, j'ai décidé de regarder le diabète d'une autre façon. J'ai décidé de regarder le diabète comme étant, oui, une partie de moi-même, mais non pas qu'est-ce qui me définit totalement. Donc, aujourd'hui, je dis que je suis Janie et que je vis avec le diabète de type 1 et non pas que je suis diabétique. Et des fois, on n'est pas toujours rendu là dans notre vie à dire ça, mais je suis contente aujourd'hui de pouvoir le dire et si je suis capable de faire en sorte que d'autres jeunes abordent ce discours-là, puisqu'on n'est pas défini par une maladie. Au contraire, je pense que c'est super important de se rendre compte que ça fait partie de nous-mêmes et qu'on est capable de le gérer. Je ne vous le cacherai pas, il y a des jours encore, parce qu'une journée, je vais me lever, ma glycémie, elle est dans tous les sens, je ne comprends pas pourquoi. Ça arrive encore aujourd'hui. Oui, je prendrais probablement ma ponte et je la garocherais par la fenêtre puisque je suis tannée. Mais le lendemain, la journée, c'est une nouvelle journée et on recommence et on a la tête haute. Et il y en a des journées parfaites, il y a des journées que ça va bien, moins bien. Mais je crois qu'avec du travail, mais aussi de la compassion envers soi-même, qui a une petite tape derrière l'épaule le plus souvent possible, je pense que c'est important. Et ça, à tous les âges. Encore aujourd'hui, moi, à chaque anniversaire de diabète, je le célèbre. Je célèbre mes succès, je célèbre mes essais, mais aussi je célèbre tout le parcours que j'ai fait depuis les dernières années pour être fière de moi et me rappeler du cheminement que j'ai fait finalement. Puisque c'est pas toujours facile, mais on réussit finalement à s'en sortir et à trouver du bon finalement derrière tout ça. Donc voilà, c'était ma petite partie concernant mon témoignage en tant que jeune femme vivant avec le diabète de type 1. D'abord, c'est pas une petite partie, hein, puis il faut que je le dise, Janie et moi, ça fait longtemps qu'on se connaît. Moi, je trouve ça assez adorable. Tu n'as pas changé du tout dans ta photo. C'est tellement merveilleux. Mais tu as vécu beaucoup de choses qui t'ont changé. Et je vais vous dire tous que Janie et moi, on s'est très peu parlé avant de mettre ensemble cette présentation. Et quand j'ai vu ce qu'elle voulait vous dire, puis qu'elle elle a vu ce que moi, je voulais vous dire, on a toutes les deux un peu souri. Je suis sûre que Janie t'a souri. Moi, en tout cas, j'ai souri parce que je me disais, c'est exactement c'est le même message. Finalement, ce que je vais vous dire dorénavant, c'est ce que Janie vient de vous expliquer, mais avec vraiment un vécu. Puis je pense que c'est vraiment important, ben, en tout cas pour moi comme clinicienne, d'entendre la voix des patients, mais comme parent aussi d'entendre la voix de nos jeunes. Des fois, j'ai de la difficulté à changer les diapos de. Je m'excuse, ça a été un petit peu plus difficile, mais des fois, on dirait qu'elle ne veut pas changer comme maintenant. Euh, donc, moi, ce que je voulais, pour terminer un petit peu cette session, c'est de parler un petit peu de qu'est-ce qu'on peut faire comme parents pour aider la situation. Et ça fait vraiment beaucoup appel à ce que Janie a discuté dans sa section de cette conférence. Donc, d'abord, je pense que c'est important de faire correspondre le niveau de compétence et de responsabilité par rapport à l'autosurveillance. C'est-à-dire que le jeune, comme où il en est dans sa compréhension de sa maladie, bon, mais c'est là qu'il va être dans sa capacité d'autogérer la maladie. Janie l'a dit mieux que moi, là, mais je veux dire, il faut faire attention au ton. Et puis, j'ai cherché le mot. En anglais, on dit nagging. C'est comme un petit peu, c'est pas harceler, mais c'est comme toujours picosser. Bon, t'as-tu fait ci, t'as-tu fait ça, t'as-tu fait ça, t'as-tu fait ça. Puis ça devient une forme d'harcèlement au final. Fait qu'il faut trouver comme parent l'équilibre entre surveiller puis essayer d'aider nos jeunes, mais aussi éviter l'harcèlement. Ça, c'est très important, le prochain point. C'est la notion d'indépendance normative. Donc, les enfants et les adolescents sont dans une phase où ils doivent développer leur autonomie, leur indépendance. Les adolescents le veulent beaucoup. Mais attention, il y a les tâches d'indépendance qui sont normales à la jeunesse, comme apprendre à faire son lit, être responsable pour ses devoirs, aider à faire le ménage de la maison. Et il y a des tâches
dans la gestion du diabète qui ne sont pas normales pour un jeune adolescent à faire. Donc, c'est des tâches qui rapportent une réalité autre que la plupart des jeunes ne vivent pas. Je pense qu'il faut dire à nos jeunes, oui, c'est correct d'être écœuré du diabète, c'est correct d'être tanné de le gérer. Et je te comprends dans un premier temps, puis c'est pas un échec de te sentir comme ça, c'est à la rigueur normal. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider, pour enlever certaines des responsabilités des tâches, pour t'accompagner, t'épauler, comme disait Janie. Je pense que d'encourager les comportements positifs, c'est très important. Janie l'a dit. Et moi, je pense que c'est très important. Même chez le jeune qui fait pas mal d'affaires un peu tout croche, puis qui ne s'occupe pas de son diabète, juste de dire, ben tiens, moi, je vois que tu fais 2 glycémies par jour, puis bravo, continue, ça, c'est très important. Même si ce n'est pas ce qu'on recherche comme parents, ce n'est pas ce qu'on voudrait, on voudrait plus, on voudrait des comportements optimaux, mais comme l'a dit Janie, on ne peut pas toujours s'attendre à ça, puis il faut encourager les comportements positifs. Et beaucoup des points là, que je vous présente aujourd'hui, c'est une psychologue américaine qui nous les a présentés dans des congrès. Et je trouve que c'est important là, de le souligner. Elle disait, il faut écouter 80% du temps, puis juste parler 20% du temps. Fait que vraiment, l'équilibre est de ne pas trop être en train de dire quoi faire, puis dire comment faire, mais d'écouter qu'est-ce qu'ils sont en train de nous dire, les jeunes. Je pense que personne n'est une île à il ou elle seule. Puis je pense que c'est l'interdépendance qui est la clé. Et l'isolement va apporter plus de détresse et des mauvais résultats au niveau tant médicaux que psychosociaux. Et je pense que pour les parents et les jeunes, c'est intéressant si on est capable de d'abord mettre en valeur, bon, c'est quoi les tâches et les responsabilités nécessaires, puis qui pourrait être responsable de quoi. Puis je pense que c'est correct aussi de dire, il y a des moments où l'enfant ou le jeune va remettre à ses parents certaines responsabilités, même si ils ont toutes les capacités de le faire, ils ne sont pas au niveau affectif capables de l'entreprendre à ce moment-là. Puis je pense que ça, c'est très important, que ce n'est pas d'infantiliser le jeune, c'est juste de lui donner une petite pause par rapport à certaines responsabilités. Et encore, on l'a dit tantôt, là, il faut encourager les comportements positifs. Quand les familles viennent me voir en clinique, j'ai souvent l'impression que c'est comme ils m'apportent leur relevé de glycémie ou on télécharge leurs appareils, puis on regarde ça sur l'ordinateur, puis c'est comme un bulletin scolaire, un bulletin de notes. L'hémoglobine, c'est un bulletin de notes. Ah, tu passes ou tu... Mais c'est simplement des données qui nous aident à comprendre comment ça se passe, qu'est-ce qui est difficile, puis qu'est-ce qu'on préfère pour aider. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on change notre façon de faire, nous, les médecins, les professionnels de la santé, de ne pas être en train de dire ben, pourquoi tu as fait ça, puis pourquoi tu n'as pas fait ça, puis de juste féliciter, bon, mais regarde, moi, je remarque que tu utilises ton freestyle puis tu le scannes souvent, puis ça, c'est vraiment bien. Ou je remarque que, oui, tu essaies de te donner ton bolus d'insuline avant que tu manges, bien bravo. Donc, tous les petits éléments qui peuvent contribuer. Et je pense qu'il faut aussi regarder ensemble les solutions qu'on peut trouver. Et ça, c'est vraiment très important d'essayer de trouver les solutions ensemble. Donc, pas dire qu'est-ce qu'il faut faire, mais co-construire ensemble des solutions. Et ce n'est pas une chose magique vraiment, mais l'idée, c'est qu'est-ce qui peut nous aider? Bien, c'est de se soutenir, de travailler ensemble avec l'équipe traitante, mais aussi les parents, l'enfant, puis de collaborer ensemble, ça peut vraiment venir aider. Donc, si on devait conclure aujourd'hui, je pense qu'il y a une proportion importante des adolescents et adolescentes qui vivent avec une détresse liée à leur diabète et un risque important d'épuisement lié à la gestion de ce diabète. C'est important comme médecin, mais vraiment aussi comme parent de comprendre cette détresse liée au diabète-là en fonction du stade de développement du jeune. De mettre en œuvre des interventions concrètes pour réduire la détresse et l'épuisement et renforcer la résilience, c'est nécessaire. Et ça va être vraiment une très importante responsabilité des équipes traitantes et ça devient de plus en plus émergent
dans les congrès, dans la littérature, dans la recherche, que c'est important qu'on fasse ça. Mais je pense que comme noyau familial, on peut le faire aussi par certaines des choses qu'on a discutées aujourd'hui. Et encore une fois, que de travailler ensemble, c'est vraiment, ça peut faire toute la différence. Donc, je pense que là, on a quelques minutes pour des questions et vous pouvez les mettre dans la section questions-réponses du Zoom. Et il va nous faire plaisir d'y répondre, moi et Janie. Et je vais également vous montrer qu'on a un prochain webinaire qui est prévu en février sur la perte de poids et le diabète de type 1. Donc, moi, j'ai ouvert la section questions et réponses. Je n'en vois pas. Mais n'hésitez pas aussi à partager votre vécu. Ça va nous faire plaisir de vous entendre. S'il y en a qui ont des idées de solutions qui ont fonctionné pour eux aussi, c'est vraiment bienvenu. Je sais que toutes les familles ont des solutions qui sont à elles, mais des fois, dans les partager, ça peut être très positif pour les autres familles. Ah, là, je vois des questions, mais dans le chat. OK, parfait. Donc, est-ce que vous avez des conseils pour l'épuisement à l'école? Effectivement, ce n'est pas toujours facile de trouver des solutions pour l'école. Des fois, c'est simplement de dire, OK, ben moi, je vais préparer ta boîte à lunch, puis je vais mettre sur ta boîte à lunch tous les glucides. Tu n'auras pas à y penser, tu pourras juste tabuler puis te donner ton insuline. Des fois, il faut aller à quelque chose de plus radical. Moi, j'ai déjà retourné à mettre des patients sur la NPH le matin pour pas qu'ils aient à se donner de l'insuline à l'école parce que c'était devenu trop difficile. Je pense que des fois, notre technologie, elle aide, des fois, elle n'aide pas. Donc, par exemple, les alarmes. Des fois, les alarmes, là, ça brime. Puis moi, je dis à mes familles, je dis, bon, écoutez, l'alarme la plus importante, c'est celle de l'hypo, parce que des fois, les jeunes ne les sentent pas. Alors, gardez celle-là, puis laissez tomber celle de l'hyper pendant la journée. Des fois, j'ai dit, ben, mettez-la à 20, comme ça sonne à 20, on sait qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Il y a également de travailler avec le milieu scolaire. Des fois, on peut avoir une infirmière à l'école qui peut être très aidante, et ça peut vraiment être un allié. J'ai déjà travaillé avec des infirmières qui vont envoyer des textos aux élèves pour les aider. Donc, c'est des pistes que je vous propose. Bon, fait que là, j'avais l'épuisement à l'école. Attends, là, j'ai d'autres questions. Très intéressant. Ma fille a 10 ans. Oui, c'est ça, c'est un bon temps. 10 ans, déjà, c'est temps de commencer à penser à comment on va prévoir l'adolescence et les défis qu'il va nous apporter ce moment-là de la vie. Jusqu'où, Dr. Anderson, on peut laisser aller les dérapes des ados? Ah, quand ça va trop loin, comment vous vous y prenez? Ah, ça, c'est une bonne question d'une bonne collègue à moi. Moi, je vais vous dire quelque chose. Puis ça, c'est mes cheveux gris qui viennent aider. J'ai eu des moments dans ma vie où je suivais des jeunes, puis je voulais plus qu'eux autres. Je voulais plus que tout le monde. Et j'ai tout essayé de proposer toutes sortes d'affaires. Écoutez, on a déjà eu à se tourner vers la DPJ, toutes sortes d'affaires difficiles, là, pénibles. Et puis, je me disais, comment ça va tourner tout ça? Ça va être la catastrophe. Mais savez-vous, j'ai beaucoup de mes patients qui étaient dans ces situations très difficiles, comme Janie a décrit, des moments où elle ne voulait rien savoir du diabète, puis on faisait du n'importe quoi, puis c'était le désespoir pour tout le monde autour d'eux, mais ils s'en sortent. Puis je pense que c'est ça, il faut garder espoir. C'est sûr que si un jeune se met à risque, là, en péril, là, il faut intervenir, c'est clair. Et surtout s'ils ont de la dépression, des sentiments de suicide, il faut parler de ces choses-là, des idées noires de nos patients. Ça, il faut aller chercher ces informations-là. Mais je vais vous dire quelque chose. J'ai eu beaucoup de patients, puis probablement que Janie, elle l'a un peu mentionné tantôt, puis elle confirmerait. Ils étaient toujours sur cette ligne-là, des hémoglobines glycées à 12, mais pas d'acidocétose. Donc, pas de décompensation majeure. Mais
ça veut dire qu'ils font quand même un petit quelque chose. Puis, je vous le dis, il faut garder espoir, il faut soutenir, il faut écouter. Moi, j'ai déjà dit à mes patients, bon, qu'est-ce que tu es prêt à faire? Qu'est-ce que toi, tu serais prêt à faire? Dis-moi-le. Là, je te propose plein d'affaires. Toi, tu sais, qu'est-ce qui te touche, toi? Qu'est-ce qui te rejoint? Je pense que la technologie peut nous aider, mais des fois, elle peut ne pas nous aider. Puis j'ai déjà dit à mes patients, puis j'ai des patients qui m'ont déjà dit, oui, je ne veux plus rien savoir de la pompe. Bon, ben c'est correct, on lâche la pompe. Fait que je pense que c'est la flexibilité, mais il faut toujours garder espoir. Vraiment, là, toujours, toujours. Même dans les cas les plus ténébreux où je me disais, mon Dieu, là, plusieurs astocétoses à répétition, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? On y arrive. Puis des fois, c'est juste le temps, puis la patience, puis du soutien qui nous aide. Janie, n'hésite pas à intervenir si tu as des interventions que tu veux faire. Ben, tout à fait, Mélanie, je pense que c'est un bon point que tu viens d'apporter. Je pense que c'est de décortiquer un peu les soins qui sont attendus de l'adolescent, puis de repartir à la base finalement de justement qu'est-ce qu'il est prêt à faire, qu'est-ce qu'il est capable, qu'est-ce qu'il est pas capable pour le moment, et d'y aller de cette façon-là pour que ça soit un peu moins submergent finalement, pour que ça soit trop lourd sur ses épaules, puis de tranquillement rebâtir cette pyramide-là de soins pour le diabète, puis en attendant ben, justement d'avoir peut-être le parent qui peut soutenir ou pallier pour les autres côtés qui ne sont pas nécessairement pris en charge là, par l'ado. Oui, absolument. Par rapport à l'école, j'ai Mme Bocage qui dit, pour l'école, des fois, il faut laisser les jeunes faire des erreurs parce qu'ils vont apprendre vite à éviter de se sentir mal. Puis c'est vrai que les soutiens au secondaire est très difficile, alors que c'est la période où ils ont le plus besoin, mais il y en a des fois. Fait qu'il faut rechercher là, dans notre environnement, voir qu'est-ce qu'on a comme ressources. Mais Mme Bocage, elle écrit les portions à la maison, puis les glucides, puis les jeunes, elle les laisse un petit peu se débrouiller, puis dépatouiller, puis des fois, il y a des erreurs, puis d'autres fois, non. Puis ça, c'est vrai aussi qu'on peut apprendre de nos erreurs, puis aussi qu'en ayant confiance en nos ados, hein, bien, ils peuvent avoir confiance en eux. Si nous, on n'a pas confiance en eux jamais, bien, ils n'apprendront pas à avoir confiance en eux. Madame Lacasse écrit qu'elle trouve difficile d'aider à gérer le diabète de son fils et son TDAH et sa médication. Son comportement a un effet direct sur la gérance de sa glycémie et sa pompe. Ça, c'est très vrai. Hein? Puis, les jeunes avec TDAH, donc d'abord, ils sont plus facilement distraits. C'est plus difficile pour eux de focusser sur les tâches. Et en plus, leur médication fait qu'ils n'ont pas du tout faim sur l'heure du midi. Donc, souvent, ils ne mangent pas ou ils mangent peu. Je pense que pour ce qui est de l'appétit, il faut adapter le traitement. Puis, je pense qu'il ne faut pas, on ne peut pas forcer les gens à manger. Moi, si on me force à manger, je ne voudrais rien savoir. Fait que le jeune non plus. Fait que je pense que ça, c'est vraiment de travailler avec l'équipe médicale pour trouver un mode de gestion du diabète qui va faire en sorte qu'on peut laisser le jeune manger peu à ce moment-là, mais il se rattrape souvent le soir. Hein? Donc, c'est là qu'il faut qu'on travaille cette section-là. Pour la distraction, tout ça, c'est sûr que plus le jeune grandit, plus il va développer des stratégies. Des fois, il faut aller à des régimes plus simples. Des fois, il faut écrire des choses. Des fois, il faut envoyer des textos de rappel. Il y a plein de différentes stratégies à considérer, mais vous avez raison que ce n'est pas facile. Puis, ça demande beaucoup de flexibilité, puis aussi de voir qu'est-ce que c'est qui fonctionne pour chaque jeune. Fait que c'est des réponses un peu vagues, hein, mais je pense que c'est de simplifier, de soutenir qui va aider et de trouver des trucs. Puis moi, j'ai des familles qui textent leurs enfants, j'en ai d'autres qui ont des feuilles sur leur bureau plastifiées avec bon, quoi faire avec ci, quoi faire avec ça. Des fois, la technologie peut être aidante parce que les alarmes vont venir les aider à focuser. Bon, ça sonne, il faut que je fasse quelque chose. D'autres fois, non. C'est des essais-erreurs. Hein? Puis c'est ça dans la vie. Je pense qu'on apprend de nos aventures, hein? Puis l'essai-erreur est vrai aussi dans le diabète. Là, j'ai... Ah, mon Dieu, il faut que je termine bientôt. Fait que je réponds à la dernière question, qui est, est-ce que vous avez des conseils sur la médication pour l'anxiété et la dépression? Dans un premier temps, je pense que c'est très important, si on a un jeune qui vit de l'anxiété et de la dépression,
les équipes sont multidisciplinaires, ils ont des experts pour les aider. Et je pense que, comme Janie a témoigné, il faut faire appel à ces gens-là. Donc, que ce soit la travailleuse sociale ou la psychologue, la psychoéducatrice, il faut intervenir à ce niveau-là, ça aide parce que c'est pas nous tout seuls comme médecins ou nous tout seuls comme parents qui pouvons aider nos jeunes à s'en sortir. Je pense que quand il y a besoin, il ne faut pas avoir peur d'utiliser la médication si c'est nécessaire pour aider les jeunes à se sortir de cette phase-là. Et je pense qu'il faut, par contre, jumeler la médication à, une thérapie parce qu'on va aller à la base de la problématique. Si on fait juste donner des médicaments, des fois, ça peut être difficile de vraiment pour le jeune de voir qu'est-ce que c'est qui sont les choses qui sont difficiles pour eux et de faire des changements dans sa façon de voir les choses. Des fois, c'est la façon qu'on on conçoit les choses. Je ne sais pas, Janie, si tu es d'accord avec moi par rapport à ça, mais je pense que c'est une approche vraiment psychologie, mais aussi médication jumelée qui est importante. Tout à fait. Bon, écoutez, ça m'a vraiment fait plaisir d'être là avec vous aujourd'hui et avec Janie, qui est une grande amie à moi depuis longtemps. Et puis, ben, on va, ce que je vois, c'est que la présentation va être affichée et que vous pourrez y avoir accès dans un deuxième temps. Et bien, je vous remercie et je vous encourage à continuer. Il ne faut pas lâcher, il faut garder l'espoir et vraiment travailler avec l'équipe élargie de vos jeunes là, pour trouver des solutions. Alors, un beau bonjour à tout le monde.